de cette première partie de notre table ronde, c'est de faire en fait un état des lieux du numérique aujourd'hui dans la librairie. Dans un deuxième temps, tout à l'heure, nous ferons un peu plus de prospective. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le numérique dans la librairie ? Nous allons d'abord évoquer, je dirais, l'utilisation des technologies numériques au service de la librairie dans tout ce qu'elle est, y compris dans son côté point de vente physique et vente de livres papier. Et puis nous viendrons petit à petit à la vente des fichiers numériques, qui n'est qu'un aspect de l'utilisation de la technologie numérique. Tant l'idée est importante, je crois, que tout comme le site internet d'un libraire n'est pas un autre métier fondamentalement différent de celui de libraire, la vente de livres numériques, l'utilisation de technologies numériques se fait à l'intérieur de notre métier, qui est un métier de libraire. Alors je voudrais vous présenter les différents intervenants de cette table ronde très rapidement. Donc Ronald Schild, qui nous fait l'amitié de venir d'Allemagne, représentant du Börsenverein, syndicat des éditeurs et libraires d'Allemagne. Voilà, une organisation un peu différente de la nôtre. Éric Marbeau, qui est ici, qui est responsable de la diffusion numérique aux éditions Gallimard, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien. François Gèze, qui est le président directeur général des éditions de la Découverte. Éric Falconier, librairie Dialogue. Ensuite, Gilles Delaporte, que je ne présente plus, portail 1001 libraire. Guillaume de Citre, de la librairie éponyme. Et puis Xavier Cazin, immatériel.fr. Voilà, merci à chacun d'avoir accepté. Et donc Pierre Coutel aurait pu être très utile à cette table ronde, mais voilà, il y a des événements imprévus et heureux. Alors, je voudrais qu'on commence juste par faire un petit état des lieux, au fond, sur ce que le numérique, ce que l'utilisation des technologies numériques peut apporter à l'animation de la librairie, et notamment de la librairie physique, du point de vente, tel que nous le connaissons depuis longtemps et qui est le cœur de notre métier. Je voudrais peut-être passer la parole d'abord à Gilles pour que tu puisses nous expliquer finalement, en prenant l'exemple du portail, combien certaines technologies peuvent être extrêmement directement utiles à l'animation du point de vente physique de la librairie. Bonjour, là je parlerai de l'animation des points de vente, puisque c'est une dimension du portail. J'ai bien aimé l'intervention de la personne du CREDOC qui a parlé de la plateforme servicielle multimodale. Donc nous sommes une PSM, et cette PSM, elle a une de ses fonctions, une de ses modalités, c'est justement en créant une géolocalisation de 300 libraires aujourd'hui, 400 demain et 800 000, soyons ambitieux, très rapidement, de créer finalement cette carte exceptionnelle de la présence du livre sur le territoire, de cette librairie fondée sur le groupement de toutes ces librairies, de cette présence, et de permettre à un internaute, via 1001libraire.com, donc de savoir si le livre qu'il recherche ne serait-il pas à 50 mètres de chez lui. C'est évidemment, et d'aller le chercher dans une librairie. Donc c'est partir évidemment du numérique, de l'univers numérique, et d'aller vers le monde physique et de renvoyer le client vers le monde physique. Voilà un des aspects de 1001libraire.com important. Alors, pardon, je vais faire quelque chose d'absolument horrible pour un animateur de table ronde, c'est que je vais prendre la parole parce que Pierre Coutel devait développer un aspect que je vais développer pour lui, parce qu'il se trouve qu'effectivement, la librairie Mola, qu'il aurait dû représenter ici, et la librairie La Procure, que je dirige, ont finalement des expériences assez communes. Et sans rentrer dans un long détail, je veux dire deux choses. C'est vrai qu'un site internet déjà de libraire, comme celui de Mola ou comme celui de La Procure, a pris comme décision de base d'être extrêmement articulé à la librairie physique. Chez nous, notre site est vraiment le reflet de nos rayons et de notre arborescence, y compris dans nos spécialités, bien sûr. Et nous livrons nos clients avec des délais assez concurrentiels grâce à du picking en magasin, ce que fait aussi Mola.
Et le picking en magasin, outre l'intérêt que cela a pour le délai pour la disponibilité des livres et le délai donc de livraison des clients, ça a aussi un grand intérêt, celui d'améliorer la rotation d'un certain nombre de rayons de la librairie, des rayons que nous tenons à maintenir avec un fonds très exigeant et qui eh bien, sont animés, je dirais, par l'extension du site internet. Et puis, le deuxième petit exemple que je voulais citer, c'était l'utilisation des réseaux sociaux. Je crois que ce n'est pas un gadget, et en tous les cas, c'est déjà quelque chose qui est évidemment très articulé à la vie du magasin. Quand on met en ligne les rencontres qu'on fait au sein de la librairie, qui sont postées sur des formats courts, YouTube, ou sur des formats longs, Dailymotion, et qui sont... Nous, on a eu depuis un an, on a commencé ça il y a un an seulement, pratiquement 50 000 vidéos vues. Donc évidemment, vous pensez bien que ce ne sont pas que des gens qui sont allés voir l'événement dans le magasin. Donc ça donne à une librairie une caisse de résonance tout à fait importante qui rejaillit positivement d'abord sur le point de vente physique. Donc c'est très important. Et Facebook, Twitter ne sont pas uniquement des gadgets, ce sont aussi des outils qui sont extrêmement branchés sur le quotidien de la librairie. Sur ce plan-là, peut-être d'ailleurs que Eric pourrait parler de ce qui se passe chez Dialogue. Concernant les réseaux sociaux, nous venons de mettre en place les petits outils très faciles à mettre en place en fait, sur les pages qui permettent de signaler une préférence pour une page et qui apparaît dans le flux, dans le wall donc, de l'utilisateur Facebook. Donc l'utilisateur Facebook peut voter pour certains livres directement depuis le site. C'est le genre de choses qui sont assez simples à mettre en place et qui peuvent apporter une exposition supplémentaire au site et on peut bénéficier de l'effet réseau forcément. Et voilà, on espère que ça va augmenter le trafic. Ce genre de choses. Alors, j'aimerais demander à Xavier Cazin, qui n'est pas libraire physique de France et de Navarre, comment il voit, lui, cette articulation, justement, entre ces nouvelles technologies numériques et le métier de base de la plupart de ces libraires, qui sont des libraires avec des points de vente physiques, des clients qui se déplacent. Comment vois-tu ça ? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la librairie physique, mais je vis dans le même monde que vous. J'achète des livres en librairie et j'ai comme caractéristique le fait d'avoir été depuis assez longtemps dans l'édition et dans l'édition plutôt technique, puisque je crois que j'étais éditeur de la première traduction d'un livre sur l'Internet, c'était en 92. Et donc, cette connaissance-là m'a fait comprendre une chose principale, une des principales choses qui m'a guidé, notamment dans la construction de l'immatériel, c'était que le monde des réseaux n'était pas un autre monde, n'était pas un Far West, mais était tout simplement l'extension de notre monde normal. Il suffit de se regarder en train d'utiliser un ordinateur ou d'utiliser le réseau. On n'est pas un internaute pour autant. On est la même personne qui, de temps en temps, va acheter un livre en librairie et, dans la même journée, surfe éventuellement sur l'Internet, ou en tout cas utilise l'Internet comme un outil, éventuellement de lecture, multimédia, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est que même si on parle encore un petit peu aujourd'hui de nouvelles technologies comme étant des choses un petit peu obscures, difficiles, etc. Premièrement, ça l'est de moins en moins. Les spécialistes, maintenant, savent créer des outils qui sont de plus en plus faciles à utiliser et n'ont plus besoin de vous demander d'être vous-même des spécialistes. Ça, c'est un premier point. C'est d'ailleurs ce que le patron de la maison d'édition dans laquelle je travaillais, qui s'appelait Aurélie, pour les libraires qui se rappellent des couvertures avec des animaux dessus, ils ont inventé la notion de Web 2.0, et à l'époque ça n'a pas été très bien compris, c'était en 2004. C'était à ce moment-là qu'on n'a plus besoin des techniciens pour enrichir le monde des réseaux. C'est-à-dire que l'Internet s'enrichissait plus de ses utilisateurs que des techniciens qui travaillaient.
Et alors ça c'était 2003-2004 où on a senti cette bascule. Depuis, on est déjà en 2011, donc la partie technique est déjà beaucoup moins un problème, et donc il faut vraiment considérer que c'est intégré chez nous. Et donc pour nous, ce n'est pas... ça fait toujours de la peine d'imaginer qu'on puisse être soit en librairie physique, soit sur le web. Pour nous, si nos pas nous mènent dans une librairie physique, typiquement, je vais chercher un livre pour l'anniversaire de ma fille, je sais ce que je veux, je veux lui faire un cadeau, je vais en librairie, j'ai de la chance parce que j'habite dans le 20e arrondissement de Paris, j'en ai 4 à disposition, je trouve mon livre, et là, comme je pense la plupart d'entre vous, en tout cas d'entre nous qui sommes lecteurs, je suis prêt à être piégé. Et en général, je le suis, soit par une table, soit par une discussion avec mon libraire, et je repars avec 2 ou 3 livres, alors que j'étais venu pour un. Cette discussion, alors, elle a lieu sur le livre papier jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que si mon libraire me recommande un livre numérique, alors pourquoi s'il est papier et numérique, peut-être qu'il aura une préférence pour le papier, mais c'est pas dit. S'il est purement numérique, parce qu'il sait qu'un auteur que j'aime bien a décidé de publier un livre uniquement numérique, ou une expérience uniquement numérique, pourquoi est-ce qu'il ne me le recommanderait pas à ce moment-là où je suis captif? Donc, ça, c'est mes voisinages. J'ai ajouté au voisinage des rues dans lesquelles je passe le voisinage du réseau. Et donc, je passe alternativement de l'un à l'autre, comme vous. Je peux aussi, quand j'ai en tête et que je suis chez moi et que je veux un livre numérique, je peux aussi demander un moteur de recherche. Et à ce moment-là, si c'est le moteur de recherche de 1001 libraires, tant mieux. Ça peut être un autre moteur de recherche. Je tombe sur une réponse. Et à ce moment-là, pourquoi pas sur la succursale, l'une de vos succursales en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que je considère être un mouvement logique. C'est que le pendant de votre boutique physique peut être démultiplié, disons, en ligne pour correspondre à mes attentes, c'est-à-dire dans les 24 heures, plutôt dans les 15 heures ou 20 heures de veille, je vais avoir des attentes différentes, et il faut qu'à chaque fois que j'ai envie d'un livre, qu'il soit numérique ou papier, je puisse tomber sur une de vos succursales. Et comme les succursales en ligne sont très faciles à construire maintenant, je ne trouve pas normal qu'elles n'existent pas. Et d'être obligé de me référer du coup à Amazon, à Apple ou à d'autres. Donc ça c'est quelque chose d'assez important que je voulais dire sur la partie du voisinage numérique et réseau. Ok, merci Xavier. Je vais passer la parole à Ronald Schild parce que j'aimerais avoir votre éclairage allemand sur la manière dont vous appréhendez cette complémentarité entre l'univers numérique ou Internet et l'univers des librairies physiques, outre-Rhin, comme on dit. D'abord, je voudrais m'excuser de parler français. Comme vous l'entendez, le français, c'est pas ma langue maternelle. Mais je vous promets, je vais essayer de ne pas vous faire souffrir trop. Alors, l'histoire de Libreka, c'est l'histoire d'une cohabitation entre le hors-ligne et en ligne en ce qui concerne les libraires allemands. Et cette histoire a commencé il y a 6 ans, 7 ans maintenant, quand Google et d'autres joueurs d'Internet ont commencé de numériser les livres en masse, disons. Et les libraires et surtout les éditeurs ne voulaient pas accepter que le contrôle est auprès des joueurs d'Internet. Alors, c'est pour ça qu'il y a l'initiative Libreka pour numériser et mettre en ligne les livres allemands. D'abord, c'était un plan d'offrir la même chose que Google avec Google Book Search. C'était un moteur de recherche en plein texte. Mais ça a changé vitement pour se développer dans une plateforme de commerce, plateforme des livres numériques.
Alors on a commencé des vendre livres numériques en 2009, il y a 2 ans maintenant. Et d'abord, on a essayé de vendre directement aux consommateurs, créer une plateforme commune pour le libraire, mais a vitement se convaincu que c'est mieux de donner à chaque libraire l'opportunité de mettre en route son propre magasin en ligne. Et c'est ça qu'on fait depuis 1 an maintenant. On se positionne comme une plateforme de distribution. On collectionne tous les livres numériques qu'il y a en Allemagne. On a un catalogue plus ou moins complet. Et on donne de l'accès aux libraires à ces catalogues. Et l'important, c'est de créer des modes d'accès, des technologies qui sont assez faciles pour les libraires à implémenter. Alors, il y a un lien assez simple à libreka.de pour envoyer le consommateur à l'Internet sur notre site. Et là, le libraire peut vendre des livres numériques sans rien faire. Mais il reçoit une remise de 20 ou 25% sur la vente de livres numériques. Et après, il y a la possibilité d'intégrer notre catalogue dans le magasin en ligne du libraire. C'est assez simple, c'est un travail technique de 2 ou 3 ans. Si le libraire a son propre magasin en ligne, et de la même manière qu'il vend des livres numériques, des livres physiques, il peut vendre les livres numériques. C'est le même processus de paiement, de commande, de service, mais le livre numérique est distribué par nous. Et ce qu'on va faire à partir du foire de Francfort cette année, on va offrir de mettre en place des magasins en ligne complets. Alors, pour faciliter aux libraires de vendre livres physiques, numériques, livres audio, tous les produits qu'ils vendent aujourd'hui dans son magasin physique, il peut les vendre en ligne dans un magasin complet. Et je supporte complètement ce que Xavier a dit. Assez important de donner l'occasion aux libraires de vendre tous les produits numériques aussi, parce que il y a un besoin auprès des consommateurs de lire livres numériques. Et si ce besoin n'est pas satisfait par les libraires, ce consommateur va aller chez Amazon ou Apple et acheter les livres numériques là. Et s'il est chez Amazon une fois, il n'y a pas besoin d'aller dans une librairie autrefois, il peut acheter les livres physiques là aussi. Alors, même si c'est un service, sans gagner de l'argent, sans faire un profit pour vous, pour les libraires, c'est important au sens service client d'ouvrir un magasin en ligne avec les livres numériques. Oui, il ne faut quand même pas qu'on dise trop aux libraires qui vont vendre des livres numériques sans profit, parce que comme déjà le reste de leur activité n'est pas extrêmement profitable, je crains qu'on désespère un peu Billancourt. Donc, mais ça c'est une autre discussion. On va aborder la question de la vente du livre numérique lui-même. Et avant de passer la parole à Guillaume de Citre, je voudrais introduire un petit peu peut-être ce qu'il va dire au sujet de l'offre. C'est vrai que pour que le livre numérique décolle, il faut une offre complète et de qualité. Je pense à un certain nombre de libraires qui ont des spécialités fortes et qui, dans le cadre de ces spécialités, sont encore confrontés à une sorte de désert numérique. Je m'étonne qu'à la commission de l'économie numérique du CNL, que j'ai l'honneur de présider, il y a encore des éditeurs que je ne citerai évidemment pas, dont on n'a toujours pas vu les dossiers, alors qu'il y a des fonds absolument formidables qui sont véritablement des sources de chiffre d'affaires, n'ayons pas peur de le dire, pour nous tous. Et donc il y a une question, je crois, d'offre sur laquelle je te lance, Guillaume, si tu veux bien. Vous
m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, super. Merci François. Écoutez, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'offre? Nous, chez De Citre, on a une situation qui est assez simple. Donc, on a 8 librairies en région Rhône-Alpes, où on a à peu près 1,5 million de clients en base, pour revenir sur ce que disait M. Toiti, hein, et qui nous achètent évidemment des produits physiques. Depuis 1997, ils nous achètent des livres. C'est un petit peu fort, il y a un écho, si vous pouvez baisser. Okay. Et donc se poser la question de savoir à partir de quand est-ce qu'on vend du livre numérique. Alors moi, il se trouve que j'ai passé 10 ans de ma vie en Silicon Valley aux États-Unis, où j'ai une certaine appétence pour tout ce qui est numérique, technologie et tout ça. Et déjà, il n'y a pas loin de 4 ans, quand je suis parti de San Francisco, quand on allait dans un Barnes & Noble, il y avait presque déjà 2 millions de titres en catalogue. On pouvait, dans n'importe quel Barnes & Noble, lire tout le catalogue gratuitement tant qu'on était physiquement dans le magasin. Et il y a des fonctionnalités qui ont été développées par des gens comme Barnes. J'en parle plus parce que je les connais mieux que d'autres, où on peut prêter ces... On a un catalogue de livres numériques. Enfin, en papier, on a un peu plus d'1 million de titres, mais en livre numérique, aujourd'hui, on est encore à entre 50 000 et 100 000, selon la manière dont on compte. Donc on est quand même assez loin derrière, notamment par rapport à nos collègues allemands, qui sont plus avancés. On décide qu'on vend ces livres numériques, et à date, on ne l'a pas fait. Pourquoi? C'est parce que nos clients nous le demandent depuis déjà un moment. Mais à partir du moment où on va commencer à les vendre, il faut que l'expérience soit bonne. C'est-à-dire que le client qui vient chez De Citre, lui, ce qu'il voit, c'est De Citre. Il ne voit pas l'éditeur, il ne voit pas la plateforme. Lui, ce qu'il voit, c'est on lui vend un produit. Et est-ce que l'expérience est bonne? Et jusqu'à présent, on est arrivé à la conclusion que l'expérience n'était pas suffisamment bonne pour qu'on engage notre nom, aussi bien sur Internet qu'en magasin, au-delà des investissements, au-delà de tout ce qu'on veut. Donc on fait le pari que 2011, l'expérience sera suffisamment bonne. Donc notre offre numérique va sortir cette année. Mais comment dire, c'est un pari qu'on fait, puisque à l'heure où je vous parle, le catalogue de livres en langue française, qui vient des grands éditeurs, des moyens ou des plus petits, la taille n'étant pas un jugement de valeur, mais de taille de catalogue, est clairement insuffisante. Quand on voit le nombre de livres, notamment en nouveauté, qui sort au format numérique, on crée énormément de frustration, sachant que cette année, là, les chiffres que j'ai d'IDC, notamment, il y a à peu près 1 million de tablettes qui va être vendues en France, et ces gens-là vont lire du contenu numérique. Donc je pense qu'il y a un risque fort, c'est que pendant qu'on n'a pas de catalogue numérique à vendre, les gens téléchargent des fichiers piratés et on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et donc il y a un enjeu fort. Donc je pense qu'aujourd'hui, des gens ont déjà commencé à vendre du livre numérique en France, à lire du livre numérique en France, simplement ils ne l'achètent pas. Alors qu'aux États-Unis, certes, il y a des gens qui piratent, mais il y a beaucoup de gens qui achètent. Donc je pense qu'il y a véritablement une responsabilité forte de nos collègues éditeurs, à qui je parle vraiment en toute simplicité, qui consiste à dire travaillons ensemble pour qu'on ait un catalogue qui soit le plus riche possible et qu'on puisse le vendre, parce que si on n'a pas ça d'ici quelques mois ou quelques trimestres, ça va devenir compliqué. Voilà. Merci Guillaume. Alors le débat peut presque être lancé maintenant, et je passe la parole à Éric Marbeau. Quel est le regard du diffuseur par rapport à cela, par rapport à ces enjeux? Et ensuite, je demanderai à François Gèze de nous donner son point de vue d'éditeur. Naturellement, le regard du diffuseur est proche de celui du libraire. On a évalué exactement la même priorité. Sans offre, on n'a pas grand-chose à proposer et finalement, on n'a plus de rôle à jouer. Donc ça a été une des priorités parmi beaucoup d'autres. Souvent, on compare finalement la création d'un secteur numérique à la pose de tuyaux pour que tout soit ensuite mis en place et que les flux puissent
convenablement arriver depuis l'auteur jusqu'au lecteur, et on en est là. Donc, je reprends ce que vous dites. Effectivement, premier effort de la part des éditeurs, proposer une offre crédible. Ce sera la meilleure façon de lutter contre le piratage, c'est d'avoir une offre légale existante. Ça, c'est un premier enseignement qu'on a tous reçu de la musique, qui ne proposait pas d'offre légale au départ. Certes, les éditeurs français sont en retard par rapport à leurs homologues anglo-saxons, mais le rattrapage se fait rapidement. Bon, il y a des efforts des uns et des autres. Nous avons effectivement des soutiens du CNL. Et ensuite, chaque maison abordera sa propre stratégie pour considérer quels sont les catalogues prioritaires à numériser. Quand on est une maison comme Gallimard, où nous avons plusieurs dizaines de milliers de titres, il faut quand même prévoir de motiver, de convaincre nos auteurs ou les ayants droit pour qu'ils nous cèdent les droits sur les éditions numériques, qu'ils se sentent à l'aise avec ce nouveau canal d'exploitation pour numériser et porter l'offre. C'est ce qu'on fait chez Gallimard. Ça a été notre priorité. Juste un mot sur Gallimard. On cherche aujourd'hui à atteindre une simultanéité de l'offre numérique. Quand on sort une nouveauté en édition imprimée, on la sort en édition numérique, simultanément. Et les premiers retours des marchés anglo-saxons nous font savoir qu'aujourd'hui, les premiers lecteurs de livres numériques, pour ce qui est de la littérature de la fiction, cherchent de la nouveauté. Donc, on a pris cela comme priorité. Aujourd'hui, 80% des nouveautés publiées par Gallimard en édition papier sont simultanément disponibles en numérique. Évidemment, il y a tout un travail sur le fond d'accompagnement à faire. J'en profite quand même pour dire que cette numérisation est un outil, et je reviens un peu plus largement parce que j'avais compris qu'on va se concentrer sur l'e-book un peu plus tard. Depuis ces dernières années... En même temps, le temps tourne, donc voilà. Oui, d'accord. Depuis ces dernières années, la numérisation par les éditeurs nous a donné énormément de matériaux dont nous ne disposions pas au titre de l'éditeur, mais aussi au titre du libraire. Le fait d'avoir numérisé les livres fait qu'on dispose désormais des contenus qui sont consultables en ligne et qui peuvent être finalement travaillés, proposés, présentés, non seulement par l'éditeur, mais évidemment par le diffuseur, mais aussi par le libraire. Aujourd'hui, la plupart des plateformes, des grandes plateformes, on en parlera plus tard, proposent du feuilletage en ligne, ce qui permet au lecteur non plus de lire l'argumentaire de 4e de couverture comme vous le voyez dans vos librairies, non plus éventuellement de le feuilleter, ça se faisait quand même essentiellement sur la BD mais beaucoup moins sur le roman. Là, en librairie ou chez lui, il va pouvoir feuilleter les premiers chapitres, enfin le premier chapitre ou les premiers chapitres de l'ouvrage. Ce même matériau que nous créons et qui est stocké sur des plateformes nous sert et vous sert de manière automatisée à utiliser tous les outils promotionnels qui ont été développés par l'éditeur, l'argumentaire, la couverture, une notice sur l'auteur, une notice bibliographique, mais aussi donc ces premiers chapitres, mais aussi des vidéos, charge au libraire de les placer où il veut pour justement faire son travail de préconisation avec du matériel éditeur d'une part, évidemment ce que vous allez produire de vous-même. Merci Éric. François Gèze. Oui, je rejoins évidemment le diagnostic de Guillaume de Cid sur la pauvreté du catalogue de livres numériques en France. C'est une évidence. Aujourd'hui, on ne sait pas combien exactement il y a de titres, en effet, mais les quelques dizaines de milliers annoncés, en fait, c'est une accumulation de choses qui... Il y a d'une part, il y a des vieux fichiers PDF d'images qui ne sont même pas des e-books dignes de ce nom. Il y a beaucoup de livres qui sont anglais, pas de livres français. Il y a beaucoup encore de livres PDF web, puis une minorité, quelques milliers, peut-être moins de 20 000, je pense, de vrais livres électroniques au format dit e-pub. Alors pourquoi ce qu'on a appelé retard par rapport aux États-Unis, où, comme vous savez, aujourd'hui, il paraît que 10% des livres, enfin des volumes, des nombres de livres vendus aux États-Unis sont au format numérique et que ça ne cesse de croître. Parce que nous avons eu la chance, heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Pourquoi ça a été comme ça aux États-Unis? Parce que Amazon a été extrêmement offensif avec son Kindle, avec un modèle de propriétaire, donc des ouvrages cryptés lisibles uniquement sur le Kindle, donc quelque chose de complètement fermé, d'une part, et d'autre part, il a imposé aux éditeurs qui ont dû tous plier dans un premier temps,
de leur filer leurs fichiers vite fait. Et lui, il les vendait au prix qu'il voulait, tous les best-sellers, à moins de 10 $. Et pourquoi Amazon a pu faire ça? Parce qu'Amazon représente 24% du marché du livre de la librairie aux États-Unis. Il n'y a pas de prix unique. La librairie indépendante est extrêmement faible et fragile et déclinante. Et voilà, là, on a bien vu le danger de la situation de monopole. Alors évidemment, l'avantage, c'est que c'est d'aller très vite sur le numérique, mais sur des conditions économiques que nous, éditeurs, nous refusons absolument. On refuse le format propriétaire, on refuse le fait que les fichiers se retrouvent sur le serveur d'Amazon et ne restent pas chez nous, et on refuse évidemment le discount, puisqu'on est attaché, comme vous tous, au prix unique. Donc on ne peut pas dire non plus que les éditeurs ils traînent des pieds, comme on a pu le dire, parce que en vérité, ça fait maintenant au moins 4 ans qu'on est tous plongés à des degrés divers selon la taille des maisons. C'est pas la même chose en effet dans les grands groupes et chez les petits éditeurs indépendants, mais on est tous plongés quand même le numérique. Ça a commencé en 2007, on se souvient bien, grâce à l'opération Gallica où le CNL et la BNF nous ont encouragés à rendre disponibles des livres numériques de nos fonds sur la bibliothèque en ligne de la Gallica. Ça a permis à tout le monde d'apprivoiser cette technologie. Et je peux vous dire que c'est quand même pas de la tarte, parce que ça oblige à modifier assez en profondeur les chaînes de production, ça oblige à apprivoiser des nouveaux formats que nous ne connaissions pas. Beaucoup d'éditeurs, encore aujourd'hui, savent à peine ce que ça veut dire un format à fichier XML. Or, c'est devenu tout à fait décisif pour produire des livres numériques. Ça oblige de travailler avec nos compositeurs, nos metteurs en page, pour qu'ils changent leurs procédés. Ça oblige à construire des plateformes de stockage de plein de fichiers pour un livre. Un livre, même sous forme numérique, c'est pas un fichier, c'est des quantités de fichiers avec des formats différents. Je rentre pas dans les détails. Mais tout ça, c'est extrêmement long, complexe, difficile. C'est une mutation aussi importante, effectivement, que celle du passage du plomb dans les années 70 à la photocomposition. Il faut tout changer. Donc, effectivement, dans les plus grands groupes maintenant, les 5 grands groupes, on peut dire que pas tous les éditeurs de ces groupes, mais une partie croissante en effet, est capable de rendre disponibles les nouveautés à la fois au format e-pub en général quand c'est des livres simples, ou sinon PDF quand c'est des livres plus compliqués, et le livre papier. Néanmoins, cette montée en production, elle est encore que progressive. Vous dites 80% pour Gallimard, moi je dis bravo. Tout le monde n'en est pas là. Moi, mon objectif, c'est d'être à 70% de mes propres titres à la découverte, là, en mois de septembre. J'en ai déjà fait pas mal, mais bon. Et puis, à côté de ça, tout le travail qu'évoquait François, qui est soutenu par le Centre national du livre de la numérisation du fonds, et là aussi, fabriquer des e-books avec du fonds, je ne vous dis pas, parce que non seulement il y a les problèmes des droits, en effet, qu'il faut résoudre, ça c'est du boulot, mais c'est normal de signer avec les auteurs pour qu'ils nous cèdent les droits numériques, mais au-delà de 2005, disons, tous les livres antérieurs à 2005, les fichiers qu'on a sont à peu près inexploitables, et puis avant 2000, il n'y a plus de fichiers, donc on doit partir du papier. Et donc on doit tout renumériser, tout rebaliser, etc., etc. C'est lourd, c'est coûteux, même si on a l'aide du CNL, ça prend du temps. Et effectivement, tous les éditeurs en plus n'ont pas des fonds qui méritent de faire cet effort. Il faut à chaque fois on se pose des questions. Est-ce qu'on numérise uniquement pour faire des e-pubs, pour faire du PDF, voire pour faire des PDF imprimeurs qui nous permettra de faire de l'impression à la demande? Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que la renumérisation va pouvoir permettre de rendre disponibles beaucoup de livres épuisés, parce que l'impression à la demande en tout petit tirage, rendu disponible via le distributeur, chez les libraires, maintenant, ça y est, ça démarre. Bon, bref. Pour résumer, tout ça pour vous dire que le chantier est absolument considérable, que les éditeurs y travaillent activement. Je peux en témoigner dans la commission numérique du syndicat à Sabos, et que il y a des équipes maintenant un peu partout qui sont en place, et on peut penser qu'effectivement, l'année prochaine, ça fait déjà 2-3 ans qu'on dit l'année prochaine, mais bon, que 2012, en effet, il va commencer à y avoir un catalogue assez sérieux de plusieurs dizaines de milliers de titres de qualité. Oui, parce que, excusez-moi d'être un peu long, mais sur cette question de la qualité, ça, j'avoue que, pour la faire vite courte, la majorité des e-books là disponibles aujourd'hui, c'est de la daube, quoi. Ça va pas, parce que le boulot qui consiste à bien faire un e-book, vous imaginez pas, il faut le checker, le vérifier, comme quand on vérifie des épreuves. Tout ça, c'est un métier que nos éditeurs apprennent, hein, parce qu'ils ne savaient pas, c'est les éditeurs qui doivent faire ça. On ne va pas déléguer ça à Madagascar ou en Inde. Hein. Il y a toute une dimension proprement éditoriale, tout à fait centrale. Il faut repenser la façon de présenter un livre. Les pages de début ne sont pas les mêmes sur le livre électronique que sur le papier. Les pages de fin non plus. On utilise les hypertextes, les notes, enfin bref. C'est tout un autre monde. Et donc arriver à
automatiser, routiniser, si j'ose dire, ça sera toujours artisanal, une chaîne de production de livres électroniques de qualité, c'est tout sauf simple. Hein. Et on n'est pas dans le MP3, dans la musique. On dit qu'il y a la musique, il y a eu le piratage, etc. Pourquoi? À cause de ce format miracle MP3, où on pouvait mettre n'importe quel fichier musical sous un format très simple qui peut se dupliquer partout. Là, je vous rassure, il n'y a pas la probabilité que le EPUB se duplique partout. Elle est assez faible. On peut toujours faire des copier-coller, mais on n'aura jamais des gigantesques sites de peer-to-peer, de piratage organisé. On en a, mais c'est ce qu'on trouve dessus, allez-y. Moi, j'ai plein de livres piratés, hein, plein. Ça ne me gêne pas du tout. Et c'est nul. Merci, François. Je vais demander à Éric Falconnier, chez Dialogue, de nous dire son point de vue par rapport à tout ça, en tant que libraire. En fait, il y a quand même un souci avec l'offre, enfin avec une grande partie de l'offre telle qu'elle est disponible et telle que les éditeurs nous la donnent en fait pour qu'on la commercialise. C'est la protection contre le piratage. Et donc c'est ces fameux DRM et du DRM Adobe. Et donc en fait quand on dit c'est difficile de trouver un fichier EPUB sur un site de piratage et c'est difficile d'en trouver un de bonne qualité, je peux vous dire qu'il est peut-être 20% moins bien ou 50% moins bien, mais on peut le lire en 10 secondes après avoir fait la recherche Google. Quand on télécharge un livre protégé par les DRM Adobe, ça peut prendre 1 heure ou 2. Le temps qu'on se familiarise avec les logiciels à télécharger, que l'on se crée un compte Adobe, parce que le compte chez le libraire ne suffit pas, il faut créer un compte chez Adobe, je ne sais pas pourquoi, et que l'on télécharge le livre, que l'on commence à le lire, et là on s'aperçoit, comme c'est le cas pour une cliente que j'ai eue au téléphone après 20 minutes de téléphone pour l'aider à télécharger son livre, elle m'a dit « je peux l'offrir à ma fille », et moi je lui dis « ah ben non madame, désolé, vous l'avez associé à votre compte Adobe, c'est pas le compte Adobe de votre fille, je ne sais pas comment faire. Vous pouvez peut-être dire à votre fille d'autoriser le logiciel avec votre ID Adobe. Enfin bref. Bref, je crois qu'on a remboursé la cliente en fait. Et depuis ce jour-là, on a arrêté de vendre des livres avec DRM. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on vendait des livres avec DRM, on avait un taux de SAV de, je ne sais pas, entre 30 et 50%. Et que le personnel normal qui répondait au téléphone pour le SAV ne pouvait pas aider les clients parce qu'il faut visualiser dans la tête ce que le client voit à son écran, imaginer là où il a mis la souris. Alors, bien sûr, il télécharge le fichier, mais le client ne sait pas où le fichier est ensuite sur son ordinateur. Bref, voilà, perte de temps, client déçu, offre nulle, et voilà. Et voilà. Et nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture et de la Communication.